Avant de commencer cette histoire, je voudrais vous demander une petite chose. Veuillez prendre un moment, juste maintenant, pour vous abonner à cette chaîne. Non pas parce que je cours après les chiffres, non pas parce que ce n'est qu'une autre histoire, mais parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre est quelque chose que je n'aurais jamais cru dire à voix haute. Ce n'est pas du divertissement, c'est une confession. Il s'agit d'une nuit qui m'a changée pour toujours. Une nuit que j'ai essayé d'enterrer sous le temps, la routine et le silence. Une nuit qui a refusé de rester dans le passé. Je l'ai portée en silence pendant des années, craignant le jugement, craignant mes propres émotions, craignant ce que cela signifiait sur qui j'étais vraiment. Mais ce soir, je la raconte enfin. C'est l'histoire de la nuit la plus interdite, compliquée et inoubliable de toute ma vie. Et tout a commencé un jour que je pensais simple, mon 64e anniversaire. Ce matin-là a commencé comme la plupart des matins quand on est plus âgé et seul. Calme. Pas le genre de calme paisible, mais celui qui résonne. Je me suis réveillée avant le réveil, comme d'habitude, restant immobile dans mon lit, fixant le plafond. La lumière du soleil se glissait à travers les rideaux, se posant doucement sur le mur, comme si elle essayait de ne pas me déranger. 64. J'ai murmuré le nombre à moi-même, testant la sensation qu'il produisait dans ma bouche. Il semblait plus lourd que prévu. Les anniversaires changent quand on vieillit. Ils cessent d'être des célébrations et commencent à devenir des rappels. Rappels de ce qui est parti, de ceux qui manquent, des voix qui disaient autrefois votre nom. Jonathan me réveillait avec du café et un salut sur le front. Il disait toujours que les anniversaires étaient sacrés. Non pas à cause du nombre, mais parce qu'il prouvait que vous étiez toujours là. Jonathan était parti depuis 6 ans. J'ai balancé mes jambes hors du lit, mes articulations raides, mon cœur plus lourd que mon moi physique. Je me suis dit que je ne pleurerais pas aujourd'hui. J'ai fait une promesse à la femme qui me regardait dans le miroir. Aujourd'hui n'est qu'un autre jour. Mais ce n'était pas le cas, car la solitude ne demande pas la permission. Elle s'assoit tranquillement à côté de vous. Elle respire avec vous. Et parfois, des jours comme celui-ci, elle parle plus fort que toute autre chose. Je n'avais aucun plan, aucune réservation de dîner, aucun rassemblement, juste un petit gâteau de la boulangerie en bas de la rue. Déjà commandé des jours plus tôt par obligation plutôt que par espoir. Tout ce que je voulais, c'était de ne pas me sentir invisible. Je n'avais aucune idée que l'univers avait d'autres plans. Edward. Même maintenant, prononcer son nom me fait toujours quelque chose. Je l'ai rencontré alors qu'il sortait à peine de l'adolescence. Le beau-fils de Jonathan. Calme, observateur, poli d'une manière qui semblait authentique, non répétée. Le genre de jeune homme qui écoutait plus qu'il ne parlait, qui observait les gens de près comme pour les apprendre. À l'époque, j'étais juste Bella pour lui, la femme de son père. Quelqu'un à respecter, quelqu'un dont il fallait garder ses distances. Mais le temps a sa façon de tout changer. Quand Jonathan est décédé, Edward est devenu mon encre inattendue. Il se présentait sans qu'on le lui demande, réparait des choses dans la maison, s'occupait de la paperasse que je ne comprenais pas, s'asseyait avec moi quand les nuits semblaient trop longues. Au début, cela semblait sûr, approprié. Puis quelque chose a changé. Les regards se sont attardés. Les conversations se sont approfondies. Les silences se sont devenus chargés. Et il y a eu des moments, petits et fugaces, où j'ai senti quelque chose remuer en moi que je refusais de nommer. Je l'ai enterré. Je me suis dit que c'était le deuil, la solitude, l'imagination. Et puis, il y a 2 ans, Edward a disparu. Aucune explication, aucun message, juste parti. Je me suis dit que c'était pour le mieux. Mais certaines personnes ne quittent pas votre vie quand elles s'en vont. Elles restent comme des souvenirs, comme des échos, comme des fantômes qui s'assoient à côté de vous quand la maison est silencieuse. Quand on a frappé à la porte cet après-midi-là, je n'attendais personne. J'ai ouvert la porte et le monde a basculé. Edward était là, plus âgé, plus large, plus assuré. Le temps l'avait aiguisé plutôt que d'adoucir. Sa présence remplissait l'embrasure, imposante sans essayer. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. « Salut, Bella », dit-il. Mon nom sonnait différemment dans sa voix, plus grave, plus ferme, alourdi par quelque chose de tacite. Il prétendait avoir besoin de documents dans le garage. Je savais que c'était un mensonge car ses yeux disaient de la vérité. Il contenait de la reconnaissance, de la mémoire,
et quelque chose qui faisait oublier son âge à mon cœur. Quand il est entré, l'air a changé comme si la maison elle-même se souvenait de lui. Je l'ai suivi dans le lit à rage quelques minutes plus tard, et puis je l'ai vu. Un gramophone, celui que j'avais voulu pendant des années, celui que Jonathan n'avait jamais eu le temps d'acheter, celui que je n'avais mentionné qu'une seule fois, il y a longtemps, en passant. À côté se trouvait un disque, mon préféré, une chanson que je n'avais pas entendue depuis ma jeunesse. Ma respiration a changé. Quand l'aiguille est sans tomber, la mélodie a rempli l'espace. Douce, douloureuse, familière. Cette musique ne jouait pas seulement. Elle se souvenait de moi. À ce moment-là, j'ai compris. Edward n'était pas venu pour des papiers. Il était venu pour moi. Il est parti plus tard cet après-midi-là sans explication. J'ai pensé que c'était tout. Mais l'univers n'avait pas fini. Ce soir-là, il y eut un autre coup. Edward était là de nouveau, cette fois tenant un petit gâteau. Je ne voulais pas que tu passes ton 64e anniversaire seul. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas à cause du gâteau, mais parce que quelqu'un s'était souvenu, parce que quelqu'un se souciait suffisamment de revenir. Quand il m'a demandé de me changer, j'ai hésité. Cela semblait dangereux, mais quelque chose dans ses yeux ne me permettait pas de refuser. J'ai trouvé la robe noire, élégante, intemporelle. Jonathan avait dit un jour qu'elle me faisait paraître trop jeune. Alors que je me tenais devant le miroir, je ne voyais pas une vieille femme, mais une femme qui avait survécu. « Tu es toujours belle, Bella », ai-je murmuré. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. Quand je suis descendue, la musique jouait de nouveau. Edward me regardait comme s'il voyait quelque chose qu'il avait eu peur de perdre pour toujours. Nous avons parlé. Puis il a confessé qu'il était parti parce qu'il avait peur, que j'étais dans ses pensées partout, qu'il ne pouvait pas m'oublier. Et à ce moment-là, j'ai réalisé la vérité. Je m'étais cachée de moi-même. Je l'avais expérimenté aussi. Quand il m'a demandé de danser, j'ai dit oui. Non avec ma bouche, mais avec mon cœur. Nous nous sommes déplacés lentement, avec précaution. Ce n'était pas de la passion, c'était de la reconnaissance. Deux âmes admettant quelque chose qu'elles n'avaient jamais prévu d'éprouver. Quand il a dit qu'il ne voulait pas que la nuit se termine, j'ai su que je devais l'arrêter parce que certains amours ne sont pas destinés à durer. Ils sont destinés à enseigner. Je lui ai dit de partir. Cela nous a brisés tous les deux. Le lendemain matin, la lumière du soleil remplissait la pièce. Une note attendait. Un rappel que même lorsque l'amour ne dure pas, il compte toujours. Edward ne m'a pas donné d'avenir. Il m'a donné la preuve que mon cœur bat toujours. Et parfois, cela suffit. Si cette histoire vous a touché, si vous avez déjà aimé quelqu'un que vous ne pouviez pas garder, si vous vous êtes déjà senti revivre après avoir pensé que c'était fini, veuillez vous abonner, car parfois partager nos histoires est la façon dont nous guérissons. Y a-t-il autre chose que je peux traduire ou éditer pour vous? Gaë, c'est vraiment bon de te revoir. Tu veux un café? J'essayais de faire comme si de rien n'était, mais mon cœur était loin d'être calme. Je sentais ses yeux toujours fixés sur moi. Il paraissait bien plus mu que dans mon souvenir. Ses épaules étaient plus larges et son visage avait des traits plus masculins. Plus que tout, je percevais une étrange émotion dans son regard. Pendant que je préparais le café, mon esprit repassait sans cesse ce moment, la façon dont Gaë m'avait regardé. Cela faisait si longtemps qu'un homme ne m'avait pas regardé ainsi et j'ai un frisson inattendu. J'étais surprise, mais en même temps, c'était agréable comme redécouvrir un charme féminin que je croyais disparu depuis longtemps. « Maman, tu as l'air si jeune », dit Gaë avec précaution, brisant le silence. Encore plus belle que dans mes souvenirs. Son compliment sincère fit rougeur encore plus intense de mon visage. Merci, Gaë. Tu as bien grandi, toi aussi. Nous nous sommes engagés dans une conversation un peu maladroite. Gaë a parlé de son travail, posé des questions sur Noah et je me suis vraiment demandé comment j'allais faire. Tu dois être si seule avec Noah. Je suis allée à Atlanta, a-t-il dit, et j'ai entendu une réelle inquiétude dans sa voix. Tu as raison.
La maison est si calme maintenant. Parler avec Gaé, c'est une joie pour moi. Je n'en avais pas fait l'expérience depuis longtemps. Je n'avais pas réalisé à quel point ça pouvait être heureux d'asseyez-vous simplement en face de quelqu'un et partager conversation. Vers 21 heures ce soir-là, Gaé se leva. Je dois y aller, maman. Désolée de rester si tard déjà. Tu ne peux pas rester dîner. Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. Les yeux de Gaé s'illuminèrent. C'est sûr? Bien sûr, ça fait si longtemps que tu n'es pas venu. Ce soir-là, je préparais un dîner spécial pour Gaé. Du poulet au quenelle, du pain de maïs et un gratin de haricots verts. C'était délicieux, comme si je cuisinais pour mon propre fils. C'est délicieux, maman. Ga a dit, manger avec un plaisir sincère et cela me remplit d'une fierté discrète. Mange. Ça doit être difficile de cuisiner pour soi-même quand on vit seul. C'est vraiment ta cuisine m'a manqué, maman. Ces mots s'y résonnèrent en moi. Après le dîner, alors que je commençais à faire la vaisselle, Gaé insista pour m'aider. Dans la petite cuisine, nos corps se freinent naturellement. À chaque fois, une décharge comme un minuscule courant électrique. Je le sentais aussi. Ses mouvements devinrent un peu maladroits et ses mains tremblaient légèrement. « Maman, » dit-il, d'une voix plus douce que d'habitude. « Tu belle? » Sa soudaine confession me prit au dépourvu. Sa voix était plus grave, plus sérieuse. À cet instant, l'atmosphère entre nous changea. Nous n'étions plus seulement la mère d'un ami et l'ami de son fils. C'était comme si nous étions devenus un homme et une femme, pleinement conscients de l'autre. Gaé, je ne savais pas quoi dire. Cette nuit-là, après le départ de Gaël, j'ai eu du mal à m'endormir. Des émotions que j'avais enfouies depuis des années refaient de surface. Le regard de Gaé, sa voix, son intérêt évident pour moi, tout cela me faisait battre le cœur à tout rompre. Je me suis de nouveau tenue devant le miroir et je me suis observée. Comme Gaël l'avait dit, j'avais l'air jeune. Malgré mes 50 ans, je conservais une apparence captivante. « Je suis encore une femme », ai-je murmuré, me sentant attirée par cette nouvelle situation. Mais en même temps, la culpabilité me gagnait. Gaé était mon cher ami, et pour moi, il était comme un second fils. Cette situation était mal, complètement mal. Cela ne devrait pas se produire. Vraiment pas. Isque, je me répétais ces mots, mais mon cœur s'emballait déjà ailleurs. À partir de ce jour, Gaël a commencé à venir plus souvent. Au début, c'était environ une fois par semaine. « Je m'inquiète pour toi, maman, » dit-il, et j'accueillais ses visites avec joie. Honnêtement, mon cœur s'emballait à chaque fois qu'il venait. C'était quelque chose que j'avais oublié depuis trop longtemps. Parler avec Gaé, c'était comme si je reprenais peu à peu goût à la vie. Il me parlait de son travail, des tendances actuelles, de films ou de séries télévisées intéressants. Pendant 2 ans, j'étais restée la plupart du temps à la maison et tout ce qu'il partageait me paraissait nouveau et passionnant. « Maman, je te l'ai déjà dit, mais tu as vraiment l'air si jeune, » dit Gaé un jour, l'air sincère. « Tu es toujours aussi belle que lorsque j'étais au lycée. »« Non, encore plus. Tu es devenue une femme encore plus magnifique. » Chaque fois qu'il disait quelque chose comme ça, mon cœur s'épanouissait comme un jardin. C'étaient des compliments que je n'avais pas entendus depuis une éternité. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à faire plus d'efforts pour me préparer à ces visites. Je choisissais une jolie tenue. Je me maquillais avec plus de soin et je mettais même un peu de parfum. Gaé, lui aussi, a commencé à me montrer des émotions différentes. Ses attitudes n'étaient même plus celles de la mère d'une amie, mais celles d'un homme qui interagit avec une femme. Quand je lui servais du café, nos mains se frémaient parfois, et cette sensation familière de l'électricité me parcourait. Je remarquais aussi que la main de D tremblait légèrement. Un soir, Gaé est arrivé plus tard que d'habitude, vers 21 heures. Le travail avait duré tard, mais je suis passée à l'épicerie et je pouvais voir la profondeur de ses sentiments lorsqu'il me regardait. Un dimanche après-midi, Gaël arriva plus tôt que d'habitude. « Maman, je veux passer toute la journée avec toi aujourd'hui. » Ces mots étaient empreints d'un désespoir profond. Je commençais à me sentir mal à l'aise. « Gaé, il faut qu'on parle. » Nous nous assîmes sur le canapé du salon, prêts pour une conversation sérieuse. « Je suis la mère de ton ami et j'ai 22 ans de plus que toi. » « Ça n'a pas d'importance, maman, je t'aime vraiment. » Je vis la sincérité dans les yeux de Da. Je savais que son amour était réel et cela me brisait le cœur encore plus.
Mais qu'en est-il de Noé, mon fils, ton ami? Qu'en penserait-il? Noé voudrait que tu sois heureuse, maman, affirma Gaë avec certitude. Mais je n'y croyais pas. L'idée que Noé découvre la vérité était terrifiante. Plus que tout, je m'inquiétais pour l'avenir de Gaë. Il n'avait que 39 ans, encore si jeune. Allais-je gâcher sa vie en m'engageant avec une femme plus âgée comme moi? Gaë, tu es encore jeune. Tu devrais rencontrer une bonne femme, te marier, avoir des enfants et vivre une vie normale et heureuse, n'est-ce pas? Tu es plus précieuse à mes yeux que tout ça, maman. L'entendre dire cela m'a brisé le cœur. Ce garçon que j'avais vu grandir, était-il en train de renoncer à une vie normale à cause de moi? Je considérais vraiment Gaël comme mon fils et la culpabilité de potentiellement compromettre son avenir était immense. Cette nuit-là, Gaë m'aimait avec un désespoir plus fort que jamais, comme s'il exprimait de tout son corps qu'il ne voulait pas me perdre. Mais même blotti dans ses bras, mon esprit était rempli de pensées complexes. « Tu sais, ça ne devrait pas arriver », me disais-je. Pourtant, je n'arrivais pas à me résoudre à m'éloigner de lui. Je me retrouvais incapable d'imaginer une vie sans Gaël, mais je savais aussi que cette relation ne pouvait pas durer. Quelques jours plus tard, Gaël aborda un sujet encore plus concret. « Maman, viens vivre avec moi. » Pas officiellement mariée, mais Gaë, je suis sérieux. Je ne peux pas vivre sans toi. Son appel désespéré me parvint, mais je ne répondre. Le mur de la réalité était tout simplement trop haut. Puis un jour, alors que notre relation s'approfondissait, Gaë m'annonça une nouvelle bouleversante. « Maman, j'ai été mutée à l'étranger pour le travail, » dit-il, l'air abattu. « C'est une mission de 2 ans. Je dois aller à l'antenne de Singapour. » Je restais sans voix. Quand à la fin du mois prochain, il ne nous restera plus qu'1 mois, cette nouvelle soudaine m'a complètement bouleversée. Gaë ressentait la même chose. « Maman, viens avec moi », a-t-il proposé avec ferveur. Singapour est un endroit merveilleux. Nous pourrions y recommencer une nouvelle vie, mais j'avais déjà pris ma décision. Je ne pouvais pas simplement tout abandonner et partir. La vérité, c'est que je me tourmentais à propos de notre relation depuis un certain temps. Je savais qu'il était temps d'y mettre fin. « Gars, besoin de temps. Réfléchis-y bien, s'il te plaît. » Le désespoir transparaissait dans la voix de Gaë. Cette nuit-là, après le départ de Gaë, je n'ai pas pu dormir. D'un côté, je pensais que c'était peut-être l'occasion idéale pour nous de nous séparer. Cela me semblait la meilleure chose à faire pour mettre fin à notre relation et prendre des chemins différents. Mais d'un autre côté, l'idée de perdre Gaë me brisait le cœur. C'est lui qui avait apaisé mes 2 années de solitude et qui m'avait fait revenir femme. Il était précieux pour moi. Quelques jours plus tard, Noah a appelé. « Maman, comment vas-tu? J'ai entendu dire que toi et Gaë vous voyez beaucoup ces derniers temps. » Mon cœur s'est serré. « Comment le savais-tu? » Gum l'a dit. Il a dit qu'il prenait souvent de tes nouvelles parce qu'il s'inquiète de ta solitude. C'est un bon ami, n'est-ce pas vrai? Heureusement, Noah semblait complètement ignorant de tout le reste. À ce moment-là, ma culpabilité s'intensifia. J'étais soulagée que Noah ne l'ait pas découvert, mais la pensée qu'il puisse le découvrir un jour persistait. Le départ de Gaë étant prévu dans moins d'1 mois, je fus plongée dans une profonde contemplation. Chaque soir, je repassais en boucle les mêmes pensées. D'un côté, je croyais qu'il était juste de mettre fin à la relation à cette occasion. Notre relation n'était pas faite pour durer. La différence d'âge de 22 ans, le regard de la société et surtout ma relation avec Noah, tout bien considéré, je savais que nous séparer était le choix le plus sage. Un samedi soir, Gaë fit sa dernière tentative pour me persuader. « Maman, c'est ma dernière chance. S'il te plaît, viens avec moi. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Qu'y a-t-il de si bien à rester ici, à être tout seul et si seul? Gaë, merci, merci beaucoup, dis-je d'une voix calme mais ferme. Mais nous devons en rester là, tu le sais, n'est-ce pas? Maman, l'amour ne fait pas tout. Il faut accepter la réalité. Gaë essaya de s'accrocher, mais ma détermination était inébranlable. Gaël, tu es encore jeune. Tu as ta vie et j'ai la mienne, mais c'est le meilleur choix pour nous tous. Ce soir-là, Gaë serra ma main une dernière fois. Tu dis vraiment non? Oui, je le dis, répondis-je fermement.
Mon cœur se serra en voyant ses épaules trembler, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ma décision était prise. Quelques jours plus tard, je pris du temps pour moi. J'ai ressorti les vieilles photos d'Arthur et je suis restée longtemps plongée dans mes pensées. Arthur, mon chéri, j'espère que je fais le bon choix. Sur la photo, Arthur souriait. À cet instant, j'ai ressenti une profonde certitude. Mettre fin à tout cela était la meilleure solution pour nous tous. Le jour du vol de Gaé pour Singapour arriva. J'ai décidé de ne pas l'accompagner à l'aéroport. Je pensais que ce serait mieux pour nous deux. La veille de son départ, Gaé est venu chez moi une dernière fois. « Maman, je suis juste venue te dire au revoir. » Sa voix était calme, mais ses yeux laissaient encore transparaître une pointe de tristesse. « Gaé, prends soin de toi, rencontre quelqu'un de merveilleux dans ta nouvelle maison et vis une vie heureuse. Prends soin de toi aussi, maman. Et merci pour tout. » Nous n'avons pas dit grand-chose de plus. Tout avait déjà été dit et réglé. Le lendemain, Gaé est parti pour Singapour. J'ai passé toute la journée tranquillement à la maison. J'étais triste, mais en même temps, un sentiment de soulagement m'a envahi. J'étais certaine d'avoir pris la bonne décision. Quelques jours plus tard, je me suis inscrite à des cours à l'université locale. J'ai décidé de suivre une formation de professeur de yoga. C'était un domaine qui m'avait toujours intéressée et je sentais que je pouvais aider les autres. Lors de mon premier cours, j'ai vu beaucoup de personnes plus âgées que moi. Il n'est pas trop tard, me suis-je dit. Quelques mois plus tard, j'ai obtenu ma certification de professeur de yoga et j'ai commencé à donner des cours dans un petit studio de yoga. Je voulais utiliser mon expérience pour donner confiance à d'autres femmes qui pourraient se trouver dans des situations similaires. Un jour après un cours, une élève m'a abordée. « Professeur, vous êtes vraiment belle. » Elle a dit « Vous avez un charme qui défie l'âge. » Chaque fois que j'entendais des mots comme ça, j'étais envahie par la fierté. Mon expérience avec Gaé, aussi compliquée fut-elle, m'avait aidée à retrouver confiance en moi. 6 mois plus tard, Noé est rentré chez lui pour des vacances. « Maman, t'as tellement changé, » s'exclama-t-il. « Tu as l'air tellement plus rayonnante. » Je souris à mon fils. « Ta maman vit une nouvelle vie. Je suis vraiment heureuse. Après le décès de papa, je m'inquiétais tellement de te voir si triste. » Un soulagement sincère était évident dans ma voix. 1 an plus tard, j'ai ouvert mon propre studio de yoga. C'était un petit espace que j'ai appelé Nouveau départ. Le jour de l'ouverture, un bouquet de fleurs est arrivé. La carte disait « Félicitations pour ce nouveau départ, Dani. » À ce moment-là, j'ai su que nous étions tous épanouis, chacun sur son propre chemin. Avec le recul, c'était un chemin vraiment risqué que j'ai emprunté. Avoir ce genre de relation avec l'ami de mon fils était en une erreur en soi.